Alors, nous enchaînons donc sur le grand 2, dualité onde-particule de la lumière. Et on va mettre en évidence, au niveau expérimental, des moments, des situations où on va pouvoir décrire la lumière comme une onde ou au contraire comme une particule. Alors, donc on va regarder ensemble les vidéos. Hop. C'est ça. Je fais une bêtise. C'est parti. Je vais peut-être lancer la vidéo avant. Non, je fais la transition tout de suite. Et c'est parti pour que vous la regardiez en... Un problème de... Non, c'est bon. Hop, voilà. Donc, j'ai cliqué doublement. Alors là, vous voyez le temps qui défile en millisecondes. Et regardez les impacts qui se forment. Alors, j'ai planté mon ordinateur. Non, c'est bon. Les impacts, j'ai mis une pause, pardon. Les impacts qui se forment. Donc là, vous êtes sur 2,7 millisecondes. Hein. Vous imaginez là le ralentissement. Donc là, on voit des impacts, ok, sur les récepteurs. Et puis, au bout de... Donc ce sont des sources de photons extrêmement ralentis. Au bout de, donc, on va dire 30 millisecondes, maintenant là, 50, regardez quand même, la figure d'interférence apparaît de plus en plus nettement. Alors vous avez toujours des photons qui se glissent dans ces zones-là, mais la densité ici est bien plus importante. Hop, je repasse au... Non, c'est pas ça. Je repasse au document là. Hop. La densité est quand même nettement plus importante au niveau des bandes ici. Donc là, ça revient au même. Donc vous avez, j'ai oublié de préciser, vous avez deux camps. Hop là, je n'ai pas mis pause ici. Tac. Alors, au niveau, vous avez deux fentes Doom, vous connaissez ce dispositif, on est déjà, voilà, comme ceci. Donc vous avez une source ici de photons source de photons uniques, extrêmement ralentis, et donc au départ vous avez des impacts qui sont répartis, qui semblent répartis de façon aléatoire, et ensuite, eh bien, vous avez une formation de figures d'interférence, comme ceci. Et alors donc là c'est quand même magnifique comme expérience, c'est que quand vous ralentissez suffisamment, nous observons l'aspect corpusculaire, les impacts, et ensuite quand on arrive à on laisse l'expérience suffisamment se prolonger, on voit se former une figure d'interférence clairement nette. Et donc vous pouvez mettre en évidence, nous pouvons identifier, dire que la lumière a un comportement ondulatoire parce que elle forme une superposition d'ondes avec minimisation de l'amplitude ici, maximisation ici. On regarde l'autre vidéo. Hop, donc l'autre vidéo. Tac. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ceci. Et c'est parti. Understanding of light has changed over the centuries. In the late 1600s, Huygens proposed that light was a type of wave, while Newton considered it a stream of particles. This debate appeared to be settled in 1801 by Young's double slit experiment, which showed light passing through two slits produced patterns like water waves. But by 1900 it was clear that light energy was not evenly distributed as expected for a wave. Rather, on the smallest scales, it comes in lumps called quanta or photons. So the question is, how does this affect the double slit experiment? Here I have a more contained double slit experiment where there is a laser which fires a beam through a single slit, then through a double slit, and onto a screen where you can see a well-defined interference pattern. There's a series of bright and dark bands, which are much easier to observe than when I use sunlight, because with only one wavelength, there are no other colors involved. This is what a graph of intensity versus position would look like for the interference pattern.
What creates that pattern? Consider the bright spot in the middle. The light from each slit has to travel the same distance to reach that point, and hence both waves arrive in phase. That means crest with crest and troughs with troughs. So they add together and create an interference maximum, a bright spot. But if you look slightly to the left, there's a dark spot. Now that's because light from one slit has to travel on an angle, and it has to travel an extra half a wavelength compared to the light from the other slit. Which means when this light is arriving as a crest, the light from the other slit is arriving as a trough. And so they cancel each other out. But if you go further left, you see another bright spot, because now the light from one of the slits has to travel a full extra wavelength compared to the light from the other slit, and so again they arrive in phase, crest with crests and troughs with troughs, creating constructive interference, and so we see a bright spot of light. And that's how the whole pattern is created. But what if I decreased the intensity so much that there wasn't a whole wave of light going through there were only single photons? Then how could they interfere with each other because there's only one in the device at any one time? So would we still see an interference pattern? That is what we're going to find out. In order to make this work, I had to line up a very faint source, and to see where the light was going, I had to shroud my head in that black cloth. But I finally have the apparatus ready. You can see up here I have a frequency counter which actually counts the number of photons received per second at the detector. The detector is a photomultiplier tube, which is capable of detecting single photons. It's like a very sensitive eye, like the frog's eye. Now right now there's no light passing through to the detector, but there's still a bit of a background reading, and that's because I can't block all the light out of there, plus there are cosmic rays passing through this room which will also set off the detector. I'm plotting a graph of the number of photons counted as a function of position across the detector. If you have a look after 1 second, the distribution seems random. There doesn't seem to be any pattern in the arrangement of those photons as they hit the detector. So maybe it's true, a single photon can't interfere with itself because it's just a localized point. It has to go through one slit or the other. But just to be sure, let's add up the results over a period of time and see if any pattern emerges. Look at that! You can clearly see the same interference pattern that we got when we were sending tons of photons through, but we're getting it out of single photons. We're counting out individual photons. And that pattern is emerging as we aggregate the results over time. But how could this be happening? How could a single photon pass through both slits? Well, if we try to interpret these results in terms of the objects we experience every day, they don't make any sense. A photon is something different to a macroscopic object. It's not a wave and it's not a particle, it's a quantum mechanical object. And sometimes it seems like it has properties of a wave, and sometimes it seems like it has properties of a particle, but ultimately it is something totally different to anything we've experienced before. And that's what makes this seem so counterintuitive. So what is light, wave or particle? The true answer, I think, is neither. Though if you want, you could call it a wavicle. Alors voilà donc la vidéo. Normalement, bon, il parle, si je comprends, je pense que vous avez aussi également tout à fait tous compris. Donc on va revenir sur le poly. Hop. Voilà. Et donc ce que l'on peut ajouter par rapport à ce qu'il a dit, ce que j'ai dit. Non, bah, je pense que tout avait été dit avant. Enfin, il a redit, c'est pas il a redit, c'est que j'avais devancé son propos en disant que c'était parfois on se rapprochait à une définition corpusculaire, parfois ondulatoire, parce que ça nous arrangeait, mais que c'était ni l'un ni l'autre, et que c'est vraiment un phénomène à part entière, qui se décrit par une probabilité la notion de probabilité qui va nous suivre pendant tout le chapitre. Alors par contre, maintenant, si on traite la lumière comme une particule, eh bien on va pouvoir lui associer donc des propriétés. Alors d'abord, une masse nulle pour le photon. Donc le photon, c'est la particule porteuse de l'énergie associée à la lumière. Alors, au passage, c'est les 8 d'ailleurs ici. Une autre expérience dont il faudra que vous ayez... Mince,
il faudra que vous ayez entendu parler, c'est l'effet Compton. Donc en plus de l'effet photoélectrique, il faut que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Je vous laisse le découvrir dans le TD. Donc ces deux phénomènes-là, ces deux expériences-là, très importantes pour mettre en évidence associer une modélisation corpusculaire à la lumière. Donc le porteur de l'énergie s'appelle le photon, on lui associe une masse nulle au repos, on lui associe la vitesse égale à la vitesse de la lumière dans le vide, donc 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Par définition, on l'a fixé à cette valeur-là. Et l'énergie du photon est donc E égale h nu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. H nu, donc avec H la constante de Planck. Alors, sachant que nu, forcément, c'est une énergie multipliée par un temps. N'importe quoi. Que H, oui, c'est une énergie multipliée par un temps, parce que ici, vous avez T-1. Dimension de... Je vais l'écrire à côté. Hop, plutôt que de faire des bêtises. Hop, la dimension de nu, c'est T-1. La dimension de E, bah, c'est une énergie. Et donc, vous avez les dimensions de H, qui est une énergie multipliée par un temps. Ça, il ne faut pas que vous ayez le doute. Souvent, on voit souvent joule second moins 1 pour certains. Certainement pas. Énergie fois un temps. La valeur numérique. Alors, l'ordre de grandeur, il faut que vous ayez en tête 10-33 joules seconde, 6,63, 10-34. Si vous retenez la valeur, parce que, comme je vous ai dit, ça fait partie des choses que vous devez maîtriser sur ce chapitre. Et donc, on associe une masse nulle, une certaine énergie et une certaine quantité de mouvement. Alors, c'est là que, justement, arrive une nouveauté. La quantité de mouvement ne veut pas dire que c'est mv, étant donné que la masse est nulle. Donc, attention, je l'écris en énorme. Je ne veux jamais voir ça. Ne jamais écrire pour un photon P égale mv. Ça n'a pas de sens. Ça n'a forcément aucun sens, il n'y a pas de masse. Par contre, donc là, c'est pour ça qu'on a une quantité, on lui associe une quantité de mouvement quantique, h bar k, avec k le vecteur d'onde, et où k en fait c'est h bar, pardon. H bar c'est h sur 2pi, où h bar égale h sur 2pi, donc h sur 2pi, et k le vecteur d'onde c'est 2pi sur lambda. Donc en fait, avec E, je vais appeler X, la direction de propagation du photon. Donc ça nous donne H sur lambda, EX ici. Finalement, vous allez retenir P en norme de P, égale H sur lambda. Ça c'est la quantité de mouvement associée au photon. On va faire une petite pause là pour que vous fassiez l'application numérique.